Merci à la centrale Lille de l'invitation. Zoubier, merci beaucoup. Je suis très honoré. Comme on a mentionné tantôt, je travaille pour la firme Group 2. Je suis un consultant en IPD à travers le Canada. On a, je ne sais pas si vous le saviez, mais au Canada, il y a au-delà de 100 projets en IPD qui ont été exécutés jusqu'à présent. Et puis, par capita, c'est le pays qui a le plus de projets IPD au monde. Donc, je tenais à préciser. Aussi, je suis, comme Zoubier a mentionné, je fais partie de l'association IPDA, Integrated Project Delivery Alliance. Je suis membre du comité exécutif et récemment élu pour être le prochain président en 2024 de l'association. Donc, sans plus tarder, je vais vous parler de l'étape, la phase principale d'un projet IPD, c'est la phase de validation. Donc, je vais expliquer un peu c'est quoi la validation et pourquoi c'est important. Suivant ma présentation, James il va présenter ce qui est la pré-validation, donc comment on fait pour arriver à la validation ou avant de débuter la validation. Ensuite, je vais passer à ce qui se passe pendant la validation. Puis, j'espère d'avoir assez de temps à me rendre dans la quatrième partie de la présentation, les facteurs de succès pour réussir une validation. Donc, comme vous savez, les projets traditionnels qu'on voit communément, de façon générale, le donneur d'ouvrage ou le maître de l'ouvrage embauche l'architecte en début d'un projet. Et ensemble, ils déterminent le projet. Ensuite, l'architecte va embaucher une équipe d'ingénierie pour détailler le projet. Et ce n'est qu'à la fin de la conception, on va en appel d'offres et on connaît comment et avec qui on va faire le projet. Donc, dans les modes IPD, donc, tous ces gens-là, les parties prenantes importantes, on les embauche au début d'un projet et ensuite, on peut déterminer comment on produit le projet, avec qui on produit le projet et la constructibilité du projet. Donc, le but de la validation, c'est de savoir recule un petit peu. Ouais. Nous pouvons construire ce bâtiment qui fait ses fonctions pour tant d'argent en tant de temps. Donc, durant la phase de validation, sont les 4 questions qu'on pose puis qu'on veut, on veut s'assurer qu'on puisse réaliser. Donc, on parlait de la certitude. Durant cette phase de validation qui se fait au début d'un projet, avant même qu'un contrat peut être complètement honoré, c'est seulement après la validation que le contrat est honoré. Donc, durant la validation, l'idée, c'est de ramasser le plus d'informations possible. L'information qui nous amène à une certitude du contrat, une certitude du projet. Donc, il faut repenser nos livrables, il faut penser à l'information qu'on va cueillir, comment qu'on va l'accueillir et la rendre fluide afin qu'elle puisse elle peut être disponible à toute l'équipe durant la phase de validation et ensuite la conception et par la suite, comment est-ce qu'on va la rendre disponible à l'équipe de construction. À la fin d'une validation, le produit ou le livrable qui est fourni, c'est un rapport de validation. Le rapport est un document entre 10 et quelques cent pages qui informe le donneur d'ouvrage et l'équipe sur la portée du projet, l'échéancier du projet et les coûts du projet. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a sur l'écran, là, un rapport de validation. C'est le livrable ultime de la validation. Les étapes qu'on a durant la phase de validation, au début, on valide avec l'équipe les coûts admissibles. Donc, le maître de l'ouvrage présente des coûts qui sont admissibles pour le projet, donc le business case. Ensuite, ça, c'est une fois qu'il est validé, on a un plan de validation, avec qui on va faire la validation, comment est-ce qu'on va faire la validation. Et ensuite,
Une fois que l'équipe est embauchée, on a un alignement de l'équipe et des informations qu'on a besoin pour le rapport de validation. Durant la phase de validation, qui peut durer dépendamment de la grandeur du projet, entre 3 mois et 1 an, c'est un système ou un processus itératif. Donc, on conçoit, en même temps, on estime le projet et on analyse la constructibilité. Quand on parle d'itération, dans les projets traditionnels, il y a aussi une itération. Donc, souvent, la conception va aller jusqu'à 30 %. Ensuite, on valide, on vérifie, on corrige. Après ça, on continue. 60 %, même chose. Même itération, on valide, on corrige, on continue. Et ensuite, la fin. Durant ou pendant un projet IPD, cette itération-là est beaucoup plus courte. Donc, on dit en anglais « fail fast, learn quick ». Donc, qu'est-ce qu'on fait? On décide à environ 2 semaines ou 3 semaines, on valide le travail qui a été fait, on corrige, on ajuste, puis on recommence. Et puis, les itérations se font de façon systématique pendant 2 ou 3 semaines. Ces itérations-là font en sorte qu'on puisse aller plus vite. Ça a l'air... à cause que les corrections sont moins grandes, sont plus petites, on peut aller beaucoup plus vite. Donc, puis le rapport de validation sont les éléments qu'on voit dans la liste, là, que je vais parler un petit peu plus en détail tantôt. Et à la fin de la validation, il y a une décision qui est faite par l'équipe et surtout par le donneur d'ouvrage. Puis je dis l'équipe et le donneur d'ouvrage parce que le donneur d'ouvrage, dans un contrat IPD, il fait partie de l'équipe. Donc, il y a une décision go, no go. Donc, vous allez entendre ces expressions-là durant la journée. C'est quelque chose qui est important dans les projets IPD. Donc, la période de validation, ici, la diapo, ce qu'elle veut expliquer, si on la compare avec un projet traditionnel, on peut assurément, pour se rendre à la certitude, dépenser 1/3 du temps, 1/3 de l'argent pour assurer au donneur d'ouvrage la certitude de son projet. Donc, qu'est-ce qui se passe durant la validation? C'est quoi exactement qu'on va voir? Donc, on va voir l'itération là, entre l'estimation, la conception et valider la constructibilité. Okay. Donc, comme je mentionnais, désolé, il y a une couple de diapos qui sont en anglais. J'ai bien compris que les gens sont bilingues aujourd'hui. Donc, cette validation-là, elle se fait dans un format de Big Room. Big Room, c'est une salle de projet, pas nécessairement grande pour mentionner le mot big. Le Big Room veut vraiment dire que c'est une pièce où est-ce que tout le monde se rassemble pour prendre des grandes décisions puis faire avancer le projet. Donc, dans la Big Room, on peut questionner, on peut tester, challenger les décisions, faire de la recherche, creuser, regarder les documents qui sont disponibles à l'équipe. On peut faire des assumptions. Je vais parler plusieurs fois des assumptions là, durant la validation. C'est une des éléments clés d'une validation réussite. C'est le nombre d'assumptions qu'on peut identifier et régler, si vous voulez. Et puis, on va discuter et documenter. Donc, tout ce qu'on fait, on le documente. Donc, la validation n'est pas nécessairement une conceptualisation rapide ou une petite conceptualisation ou compressée. C'est tout autre chose. On a souvent, en validation, on n'a même pas des plans. On a seulement de l'information avec laquelle l'équipe peut prendre des décisions avec. Donc, le but de la validation, encore une fois, c'est, il faut répondre à ces questions-là. Nous pouvons construire ce bâtiment qui fait ses fonctions avec tant d'argent avec ce certain temps. Okay. Prochain. Donc, l'information, vous n'avez pas besoin d'une conception pour prendre des décisions en IPD.
On a besoin de beaucoup d'informations, mais on n'a pas nécessairement besoin d'une conception. On a besoin de savoir les grandeurs, on a besoin de savoir les superficies, le nombre de pièces, quelles sont les valeurs du projet pour le donneur d'ouvrage, quelles sont les valeurs de l'équipe pour se rendre à un budget cible ou un coût cible pour le projet. Comme je mentionnais tantôt, la validation, c'est quelque chose d'itératif. Donc, c'est un phénomène ou un processus qui se répète. C'est aussi un processus inclusif. Donc, les parties prenantes qui participent à la Big Room, les parties prenantes qui font partie de l'équipe, ils sont inclus à toutes les décisions, à toutes les étapes. Je parle d'inclusivité aussi, c'est au niveau du maître d'ouvrage, le donneur d'ouvrage dans les projets IPD et surtout durant la validation où est-ce qu'on développe les conditions de satisfaction pour le projet. Il joue un rôle très important. C'est un rôle très participatif et très inclusif. Et puis, la colocation, c'est clé. On ne peut pas avoir un grand succès si on ne travaille pas ensemble, si on n'est pas dans la même pièce ensemble. Depuis la COVID, on a appris à faire de la colocation virtuelle. C'est pas optimal, mais on le réalise aujourd'hui. On vient à bout de réaliser des projets soit complètement virtuels ou hybrides. Donc, on est dans une pièce comme ici aujourd'hui avec des vidéoconférences, avec des gens qui assistent par vidéoconférence. Mais l'optimal, c'est quand on travaille ensemble, on est tous dans la même pièce ensemble. Donc, je vais parler un peu des outils qui sont utilisés durant la validation. Donc, tu peux y aller. Le forecasting, c'est la planification financière d'un projet. L'équipe, ensemble, établit les règles du jeu. Au niveau de la planification financière, c'est tous ensemble. Ce n'est pas à une équipe ou souvent on voit dans certains projets, je sais qu'au Canada, c'est comme ça, le contracteur général a la responsabilité de planifier financièrement le projet avec plus ou moins de support du maître de l'ouvrage. En mode IPD, c'est l'équipe en entier là, qui participe à la planification financière. Gestion du risque. Ensemble, l'équipe définit les risques du projet. Quels sont les budgets associés à ces risques-là et quelles sont les activités pour mitiger ces risques-là. C'est un effort collectif. La gestion de projet en IPD se fait de façon collective. Ce n'est pas une personne qui maîtrise, qui gère le projet. C'est forcément une équipe là, de 5 ou 6 personnes qui représentent chacun des partenaires de l'équipe. Ce qu'on a aussi qui est important, j'ai mentionné tantôt, documenter les informations. Donc, à ma droite, à votre gauche, à vous, vous avez ce qu'on appelle en anglais les PIT records. Donc, c'est les enregistrements des rencontres des équipes de mise en œuvre ou les PIT, Project Implementation Team. Donc, plusieurs rencontres qui se font durant la période de validation. Les rencontres sont documentées et à votre droite, vous avez un extrait d'une matrice décisionnelle, une decision matrix, qui, on voit en couleur, sont les valeurs du projet. Donc, chaque fois qu'il y a une décision qui est prise dans un projet IPD, on s'assure qu'il rencontre les valeurs du projet. D'autres outils sont les tableaux de bord. Les tableaux de bord là, sont très populaires dans les projets IPD. On voit à votre gauche un mur dans un big room, donc beaucoup de visuels. Les tableaux de bord sont affichés sur les murs à la vue de toute l'équipe, à la vue de toutes les parties prenantes pour voir l'avancement des travaux. Ensuite, du côté droit, vous avez un exemple d'un pourcentage de travaux accomplis par les équipes. Ensuite, d'autres visuels dans la Big Room, c'est la planification par feu tiré, le pull plan en anglais. Les gens de Lean, ils connaissent très bien le processus. Donc, c'est un exemple, le grand tableau de ce qu'on peut voir dans une Big Room, dans un projet IPD.
En haut sont ce qu'on appelle en anglais les sprint boards. Donc, c'est des tableaux avec les tâches de chacun des pits, chacun des équipes des équipes de mise en œuvre du projet. Ils ont chacun leur tableau. On suit étroitement leur avancement et leur accomplissement des tâches. Okay. Évidemment, IPD, synonyme de BIM et de VDC, on ne pourrait pas faire des projets en IPD sans le BIM et sans les VDC. Je pense que ce sont des outils qui font partie d'un toolbox là, pour un projet IPD. Donc, je vais parler un peu maintenant de le rapport de validation, ce qu'on retrouve dans le rapport de validation. Donc, tu peux y aller. Bon, parfait. Donc, le rapport de validation, je parlais tantôt, ça peut être un document en 10 et quelques 100 pages. C'est aucun plan. On ne voit pas des plans dans ce rapport-là. C'est carrément un rapport. C'est un rapport qui est monté pour faire en sorte que le donneur d'ouvrage et l'équipe IPD ils ont la certitude d'apporter des travaux sans avoir des plans de devis. Ils ont la certitude du coût pour le projet. Ils ont la certitude de l'échéancier de travaux. Dans ce rapport, on voit les valeurs de l'équipe, l'estimation du coût élémentaire, les coûts cibles validés, l'échéancier validé, et ainsi de suite. Je représente encore la diapo sur à quoi ressemble un rapport de validation. Donc, comme je vous disais, entre des dizaines et des 200 pages de rapport. Donc, le but de la validation, nous pouvons construire ce bâtiment qui fait ses fonctions pour tant d'argent en tant de temps. Je répète toujours la même affaire, c'est le but de la validation. Je parlais tantôt des assumptions. Un élément important durant la validation, à cause qu'on n'a pas de plan, il faut recueillir le plus d'informations possible, rendre cette information-là fluide et disponible à tous, mais surtout identifier les assumptions. On a un registre d'assumptions comme on a un registre de risque, et puis ce registre d'assumptions-là est revu périodiquement. Et une fois qu'on élimine les assumptions, parce qu'on a une meilleure idée de quels sont les avantages ou les désavantages d'un certain travail ou d'une tâche, on élimine les assumptions. On arrive à la fin de la validation, il reste une liste d'assumptions qui fait partie et l'équipe s'engage durant la période de conceptualisation, de conception, d'éliminer ces assumptions-là. L'idée importante, tu peux rester là, l'idée importante de la validation, c'est d'avoir suffisamment d'informations et la juste information pour compléter le rapport de validation. Donc, un élément super important dans les projets IPD, on n'estime pas un plan détaillé, qu'on fait la conception à un estimé détaillé. Donc, c'est une façon différente de voir les choses. Mais en IPD, vu pendant la validation, on n'a pas de plan, on a juste des détails et de l'information. Et on a un estimé des coûts très détaillé. On développe et on travaille en fonction de ces coûts-là qui vont devenir le coût cible du projet. Donc, les PIT ont chacun leur budget. Donc, souvent dans les projets, on a 5 ou 6 équipes de mise en œuvre. Chacun de ces équipes de mise en œuvre-là ont leur budget. Et ce budget-là est attribué à cette équipe-là et ils sont responsables de ce budget-là. Les 5 ou 6 budgets de chacun des équipes de mise en œuvre, ensemble, ils cumulent le coût cible pour le projet. Donc, un élément important dans les projets IPD, on n'a pas de silo, on ne travaille pas en silo. Un des défis qu'il y a en IPD, c'est après la COVID, pendant la COVID et après, on a travaillé en mode virtuel. Et puis, c'était facile aux équipes là, de revenir au mode traditionnel, de travailler en silo. Donc, pas partager l'information, pas communiquer ensemble.
Donc, c'est un élément important pour le succès d'un projet IPD, c'est de ne pas travailler en silo. OK. Je parlais tantôt des documents. Rendre des documents transparents, rendre des documents disponibles et à la vue de toutes les parties prenantes. Élément clé pour un projet IPD pour avoir du succès. Et même chose pour les décisions. Les décisions se prennent en équipe. Les décisions se prennent avec toutes les parties prenantes. Évidemment, il y a certaines personnes dans une équipe IPD qui ont la responsabilité de prendre ces décisions et d'autres partagent, ils ramassent l'information, recueillent l'information. Donc, tout le monde a sa part de responsabilité, mais les décisions sont prises quand même en équipe et sont rendues disponibles à tous et visuelles à tous. Okay. Un élément qui est important dans un projet IPD, c'est le business case, c'est la clarté de l'information que le donneur d'ouvrage partage avec l'équipe. S'il y a des éléments qui sont cachés de l'équipe, évidemment, les décisions vont être prises en fonction de l'information qu'ils ont. Donc, sans cette information-là, les meilleures décisions ne pourront pas être prises. Donc, la clarté de ces informations-là est importante au succès d'un projet IPD, surtout dans la phase de la validation. Un élément important aussi dans un projet IPD, c'est le forecasting ou tout ce qui est prévision. Prévision au niveau de l'échéancier, prévision financière du projet. Un petit peu comme les itérations pendant la phase de validation qu'on expliquait tantôt. Fail fast, learn quick. Les prévisions financières vous permettent d'identifier où est-ce qu'il va y avoir des problèmes tôt, ou toutes les prévisions dans le fond, pour qu'on puisse les corriger et s'ajuster rapidement. En projet IPD, l'équipe qui est montée rapidement au début d'un projet, durant la validation, il prépare ces outils-là, il prépare les métriques, il prépare les indicateurs de performance afin de valider puis faire le suivi du projet. Et puis, je mentionnais tantôt l'information que le donneur d'ouvrage partage avec l'équipe. L'information la plus importante, c'est le business case, c'est le coût allowable cost, qu'on dit en anglais. Cette information-là, souvent, il y a des montants d'argent qui sont cachés et puis ils ne sont pas partagés avec l'équipe. Puis quand ils ne sont pas partagés, mais comme je vous dis tantôt, l'équipe prend des décisions en fonction de l'information qu'ils ont. Et puis ça peut ça peut donner une mauvaise cible à l'équipe là, afin de rencontrer les coups cibles du projet. Early warning signs, que ce que je mentionnais tantôt au niveau de la prédictibilité, l'IPD est fort en forecasting, en prévision financière, en prévision de l'échéancier. Donc, on identifie rapidement les signes là, de projets qui ne vont pas bien. La transparence, et puis, faites ça, je pense, vas-y. La conception dans un projet IPD se fait en fonction des valeurs du projet. L'équipe, ensemble avec le donneur d'ouvrage, prépare les conditions de satisfaction, les valeurs. Et ça va au-delà de les valeurs pour un projet. Ça va aussi en lien, si vous voulez, avec les valeurs des individus qui participent à un projet IPD. On détermine ensemble quelles sont les valeurs que nous voudrions avoir pour avoir du succès dans ce projet-là. Donc, on a des valeurs comportementales. Okay. Je mentionnais tantôt, on focus sur les assumptions. L'idée, c'est d'éliminer le plus d'assumptions possible durant la validation. Moins d'assumptions qu'on a, le plus de certitudes qu'on a enfin, au niveau de l'échéancier et du budget pour le projet. Il y a un micro là. On a le temps pour quelques questions. Merci pour la présentation. En fait, j'ai deux questions. La première, c'est de lors qu'on est engagé dans un projet RPI, on devient un partenaire qui a un intérêt
Parce qu'en même temps, on a un intérêt dans le projet. Donc, on n'est pas uniquement acteur, on a aussi un intérêt. Et la question que je me pose, pour la partie contrôle, qui peut contrôler le projet? Si le contrôleur il est déjà aussi dans le groupement, ça veut dire qu'il a un intérêt. Et ça peut poser quelques difficultés. Parce qu'on est à la fois une partie qui a de l'intérêt et elle fait le contrôle. Et comment on peut régler ça? Et deuxième chose, c'est que même si on est dans une démarche collaborative, il peut y avoir des conflits. Comment on peut régler le conflit dans le cas de RPI, sur le plan légal? OK. La deuxième question est plus facile à répondre. Les conflits, ça existe, les conflits. Dans le contrat aussi, il y a une clause au cas où qui arrive des conflits où est-ce qu'un partenaire qui n'a pas un fit avec l'équipe, on peut l'excuser, si vous voulez. Mais souvent, les projets, ils ont un coach, ils ont un facilitateur qui aide à la facilitation, à résoudre les conflits. Souvent, on ne les voit pas, les conflits. À cause qu'on fait de la colocation, on est ensemble tout le temps, les conflits sont rapidement identifiés et réglés. Pour la première question, au niveau du contrôle financier, on sait qu'on... Oui, souvent, les contrôles de projet, pas souvent, mais sont réglés avec une équipe de gestion de projet. Donc, on prend un représentant du donneur d'ouvrage, un représentant de l'entrepreneur général, l'architecte, une équipe de conception, et ainsi de suite. Et ensemble, ils contrôlent le projet. Et puis, mais ça va bien, il n'y a pas de problème. Il y a toujours des gens qui ont des forces plus grandes que d'autres. Et puis, on s'assure qu'on a les bonnes personnes aux bonnes places là, pour gérer les contrôles. Alors. La question, c'est donc il y a des experts de chacun. Enfin, dans l'organisation, il y a comme une équipe qui va contrôler au fur et à mesure les étapes, en fait. Mais il ne faut pas qu'ils soient partie prenante. Donc, il faut absolument que chacun donne son avis d'expert, peut-être, mais que ce soit partagé par l'équipe pour qu'il n'y ait pas de prise d'intérêt, en fait, par rapport à ce contrôle. En fait, à cause que c'est un contrat multipartite, tout le monde a l'intérêt, donc tout le monde protège leurs intérêts. Donc, on s'assure que personne ne prend avantage de la situation. Dans les plus gros projets, on voit souvent aussi une tierce compagnie qui est mandatée par l'équipe qui fait partie des coûts de projet pour assurer aussi certains de ces contrôles-là. Contrôle de quantité, par exemple, contrôle de la qualité ou des choses comme ça. Merci. On a encore une autre question, une possibilité d'une question. Je vais le faire. Ouais. Si tu peux te présenter. Bonjour, Antoine Rocco. Je dirige une société de construction spécialisée dans la rénovation. Tout ça fonctionne sur base de confiance. Comment vous créez la confiance dès le départ et comment vous faites pour la maintenir? Donc, en début d'un projet, surtout au niveau de la validation, quand on rassemble l'équipe pour les premières fois, il y a des ateliers d'alignement. Donc, on s'assure que les gens qui font partie du projet, du contrat multipartite, donc les gens qui se sont mariés ensemble pour la durée du projet, donc on les apprend, comme on dit, à danser ensemble. Donc, on apprend à jouer dans le corps et le sable ensemble. Durant le processus, tout au long du projet, il y a des ateliers de maintenance, d'évaluation. On fait en anglais, on dit des surveys. On va voir auprès des parties prenantes, auprès des employés, comment est-ce qu'ils se sentent dans le processus, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire. C'est un système d'amélioration continue tout le temps. Donc, j'espère que je réponds à votre question, là. Dans le même style des questions, c'est cette notion de confiance. Vous avez dit également, dans une réunion, il n'y a pas qu'une seule personne qui va, par exemple, gérer la partie gestion de risque. Il y a plusieurs personnes. Mais les personnes qui sont dans la partie gestion de risque, ils n'ont pas les différents grades. Comment donner la possibilité que tout le monde puisse s'exprimer et donner son avis avec ce qu'on appelle en français la co-égalité, que les personnes peuvent vraiment s'exprimer sans avoir un a priori sur quelqu'un qui est plus gradé, moins gradé, des choses comme ça. Comment le faire?
Dans la partie alignement de l'équipe, en début d'un projet, où est-ce qu'on fait la formation, on apprend les gens d'enlever leur niveau hiérarchique. Donc, il n'y a plus de hiérarchie quand on rentre dans une big room. Donc, on ne fait plus la distinction entre l'architecte et le technologue ou l'entrepreneur, le surintendant, le poseur de tuyaux. Donc, les gens qui font partie de la big room sont partie intégrante de toutes les discussions et ont une voix pour s'exprimer à tous les niveaux. Bon, voilà. On a encore une autre question. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Isabelle Normand, je suis chargée du Hub d'innovation Centrale Lille. Moi, ma question, c'est plus en anticipation, c'est former nos ingénieurs en fait à l'IPD. Et en fait, je voulais savoir comment, vu que vous allez être en avance aujourd'hui au Canada, est-ce que vous avez déjà des liens avec les écoles pour justement intégrer ces formations, et les professionnels également? Merci. Très bonne question. Oui, l'ETS à Montréal, British Columbia University en Colombie-Britannique, ils ont des programmes de gestion de projet en construction et ils engagent des gens comme moi pour faire des webinaires, pour enseigner et montrer à la nouvelle génération comment l'industrie est en train de changer et comment l'IPD peut aider dans le futur.